Très bien. Donc, bonjour à tous, je suis Loïc Lefebvre. Je travaille dans les équipes de Product Management de la base de données Oracle. Merci à tous d'avoir joint cet événement. Aujourd'hui, je vais vous parler pendant une petite heure de revenir sur l'aspect convergence, un peu plus en détail de ce que ça signifie, et puis surtout vous présenter en fait des nouvelles fonctionnalités SQL qui ont été intégrées notamment dans le dernier patch set à la 23.26.2. N'hésitez pas avec les questions et réponses, hein, je monitorerai ça, je pense, après la première section et puis vers la fin. Donc, la convergence de la base de données, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Eh bien, quelques exemples ont déjà été donnés ce matin, notamment avec Khalid et le JSON, les Duality View. Mais si on repart un petit peu dans le passé, parce que c'est toujours bien de savoir d'où on vient, euh, l'histoire remonte en fait aux années 60 avec les bases de données hiérarchiques comme IMS qui ont, voilà, grâce à Edgar F. Code tout ce qui est lié au relationnel et au SQL a évolué vers les bases de données relationnelles, hein. Elles sont arrivées en fait pour pallier un certain type de problème qui était que le schéma des données était finalement intégré dans les applications. Donc quand on voulait modifier les données, finalement, il fallait modifier aussi les applications. Et donc le modèle relationnel est arrivé pour un peu solutionner ça. Ensuite, on a vu des bases de données plutôt orientées objets. Donc, il y a quelques exemples sur la partie haute que vous connaissez, qui certaines sont encore utilisées, d'autres ont disparu. Puis les années 90 avec tout l'aspect NoSQL, documentaire, donc XML, JSON, euh, également tout ce qui est clé valeur ou en mode colonne, hein, toujours sur des fonctionnalités dites NoSQL. Et puis, les cas d'usage autour des graphes de propriété, et puis plus récemment, tout ce qui est vecteur et IA sont arrivés. Donc, en fait, on a toute cette catégorie de bases de données en fait, qui sont plutôt spécialisées sur des cas d'usage très particuliers, hein, à savoir stocker et traiter de la donnée. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ce que l'on voit est dans l'approche d'Oracle, qui elle est plus dite multimodèle, en fait, c'est de réintégrer en fait toutes ces fonctionnalités-là de stockage, de traitement de la donnée au fur et à mesure en fait quand cela fait sens, quand il y a des demandes clients, et de les intégrer dans un seul et même logiciel, à savoir la base de données Oracle. Donc dans les années 2000, on a vu l'arrivée du support du type XML et de tous les opérateurs associés dans le langage SQL. Donc on a suivi également l'évolution du standard SQL hein, qui continue d'évoluer comme il se doit. Puis dans les années 2010, l'apparition du JSON, puis du graphe de propriété, et plus récemment, en fait, tout ce qui est, on va en parler un petit peu plus en détail, voilà, JSON Relational Duality View, ce que ça apporte notamment. Donc, je sais qu'Ali en a parlé un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui veulent avoir aussi peut-être une autre vision, de voir un petit peu certains exemples. Et puis, plus récemment, en fait, et c'est ça qui fait un peu l'aspect de tout ce qu'on développe actuellement côté base de données, c'est l'aspect IA, les vecteurs étant bien sûr la brique essentielle, hein, mais après, aller au-delà, c'est-à-dire et l'indexation, et les requêtes SQL, et l'aspect RAG, et GraphRAG, et la sécurité, et les agents, etc., etc. Donc en fait, on voit une évolution du moteur Oracle qui finalement est enrichi de tous ces nouveaux cas d'usage et qui en fait permet une chose aujourd'hui qui est finalement de vous offrir le choix. C'est-à-dire le choix en termes d'architecture data, de sélectionner les fonctionnalités qui vous plaisent, que vous voulez mettre en œuvre, et tout ça au sein du même logiciel, d'accord? De la même base de données convergée. Ce qui veut dire non pas qu'il faut l'utiliser pour tout, mais qu'en fait, en fonction de vos besoins, de vos cas d'usage qui, de plus, peuvent évoluer, eh bien, c'est de vous permettre de faire, de continuer d'utiliser les fonctionnalités que vous avez développées et déployées, et finalement d'enrichir vos cas d'usage métiers. Et typiquement, rajouter de la donnée JSON dans une table relationnelle, c'est juste l'ajout d'une colonne, par exemple, et de pouvoir continuer à requêter ce format JSON en SQL. Même chose sur les graphes de propriété avec les opérateurs plus récents du standard SQL 2023. De continuer de faire des recherches full text parce qu'on a ces capacités-là, donc à stocker soit dans la base, soit aller euh, requêter des données qui sont en dehors de la base, mais de créer l'index full text à l'intérieur de la base de données et de le maintenir.
Les données géospatiales, bien évidemment, avec tout un tas d'opérateurs très spécifiques, des aspects plus associés à la sécurité ou en tout cas, empêcher les données d'être modifiées. Donc, on parle plutôt d'insert only table. Donc, on qualifie nous de blockchain parce qu'on ajoute des choses comme vérifier que voilà, les données n'ont pas été modifiées et de le vérifier. Et puis également des choses autour du format XML, notamment l'ajout très récemment du type binaire. Donc stocker les documents XML, mais de manière binaire comme le JSON finalement. Et donc de rajouter finalement des cas d'usage aux applications, mais sans avoir nécessairement besoin d'extraire les données ou de faire des intégrations plus ou moins complexes à base de TL, etc., etc. La base de données 26 AI, si on la compare par rapport à la 19C, c'est plus de 600 nouvelles fonctionnalités, c'est énormément de choses et de capacités concernant l'IA. Et elle est maintenant disponible on-premises, ce qui était attendu par tout le monde. Un petit exemple sur les fonctionnalités aussi, donc un gros message et qui, je pense, va tous vous intéresser aujourd'hui, c'est que sans vouloir rentrer dans le détail de toutes les nouvelles fonctionnalités, bien évidemment, parce qu'on pourrait y passer des jours et des jours, mais c'est de vraiment marquer le pas où toutes celles qui sont finalement surlignées en rose, hein, les principales, j'ai envie de dire, plus de 60% en fait sont relatives au développement d'applications. Et ça, c'est une grande première, c'est-à-dire qu'on est plus sur des fonctionnalités qui sont uniquement pour des BA, voire des bad prod, mais donc il y en a, mais il y en a énormément qui ont été rajoutés justement pour les développeurs. Et donc, fort de ça, on est toujours sur ce socle finalement qui associe à la fois la haute disponibilité et la sécurité. Et aujourd'hui, on a tout cet ensemble de types de données qui est supporté. Et on va voir en fait que la force finalement de la convergence, c'est de pouvoir non seulement forcément les utiliser, mais également les mélanger entre eux, les associer dans des cas d'usage plus ou moins complexes. Et c'est vrai que cette convergence fait que, eh bien, en fait, l'intégration de ces données potentiellement dans vos traitements, ce n'est qu'une jointure supplémentaire. Donc, on va pouvoir traiter des données vectorisées, spatiales, JSON, textuelles, donc pensez à des PDF qu'on va indexer ou des PowerPoint par exemple, du XML, forcément du modèle relationnel, aussi des données externes, hein, et plus récemment le support des tables au format iceberg par exemple, mais aussi du parquet, du ORC, de l'Avro, du CSV bien évidemment. Les workloads également évoluent, où on était sur de la 19C avec déjà pas mal de choses possibles, mais on va rajouter, on va mettre un peu l'emphase sur le streaming, sur l'AIML bien sûr, sur le graph, hein, avec ce fameux nouvel opérateur, graph match, pardon. Et donc aussi des choses autour de la géodistribution. Donc sachez qu'on peut déployer effectivement une base de données Oracle aujourd'hui en mode géodistribué pour répondre à des cas d'usage très spécifiques, soit de scalabilité bien sûr, mais aussi de résilience, voire de souveraineté. S'assurer que les données par exemple ne quittent pas un pays. Des notions de cache également. Donc là, plus des caches plutôt middleware, hein, qu'on va donc penser un petit peu à de la réplication, mais vers l'application. Et puis, j'en ai parlé un peu déjà, mais tout ce qui est non-répudiation, enfin vérification que les données n'ont pas été modifiées et cette capacité à le vérifier. En termes d'interface de développement, forcément, le langage SQL évolue. On verra ça dans la deuxième partie de la présentation, mais également des nouveaux opérateurs apparaissent, comme par exemple du GraphQL. Donc, si vous êtes fan de GraphQL ou vous avez des compétences, vous pouvez requêter, y compris votre modèle relationnel, avec des opérateurs GraphQL. Pour la session de cet après-midi, je parle un petit peu notamment de l'aspect REST. Khalid ce matin a parlé de l'API MongoDB. On continue de supporter tout un tas de drivers qui sont mis à jour et qui, par exemple, côté Python et Node.js, bénéficient aujourd'hui d'un format plus léger et natif. Et puis en termes de déploiement, eh bien, en fait, on est en capacité aujourd'hui de déployer, y compris on-premises dans le cloud Oracle, mais aussi dans les clouds, les hyperscalers que vous connaissez comme Azure, AWS ou Google Cloud. Puis l'outillage, donc j'en parlais, mais je vais en reparler un petit peu plus cet après-midi, qui continue également d'évoluer, hein, avec des choses autour de VS Code, d'ORDS, d'Apex, comme Christophe l'a présenté à l'instant, et puis par exemple l'ajout très récent du MCP Server dans SQLCL, qui va être très utile notamment pour les cas d'usage d'IA. Donc on voit que c'est très riche, mais qu'en fait, eh bien, c'est pas si compliqué que ça au final.
Parce qu'une fois qu'on a une base Oracle, eh bien, on va pouvoir faire tout un tas de choses hyper intéressantes. Donc ce matin, on a présenté le JSON. Je fais juste une petite aparté rapide sur ce que ça signifie aujourd'hui, mais sachez que l'ajout d'un type de données dans une base Oracle, c'est pas anodin, hein, parce que ça va couvrir potentiellement toutes les couches du moteur, à commencer par ben, comment on va le stocker, comment on va le ici encoder hein, du JSON binaire, mais également ben, l'impact sur les drivers, l'impact sur l'aspect transactionnel, sur l'aspect SQL, l'optimiseur, les plans d'exécution, la réplication et Golden Gate, les tables externes, les outils de développement forcément, SQL, SQL+, l'extension pour VS Code, etc., etc. Donc en fait, c'est très très lourd, suffisamment pour être remarqué. À chaque fois qu'on va rajouter un type de données, ça va impacter toutes les équipes. Donc le travail qui a été fait pour l'aspect JSON en fait a commencé finalement en 12.2, donc en fait c'était l'année 2017, et puis a évolué tout un tas d'ajouts sur les fonctionnalités, mais aussi sur la performance, par exemple. Et donc, c'est pas uniquement lorsqu'on rajoute un type de données qu'on se dit, bah, tiens, je vais pouvoir juste stocker du JSON, mais en fait, c'est de voir que non seulement on va travailler sur cet aspect-là vraiment très poussé, hein, les équipes, les architectes côté équipe de dev sont très 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 compétents et sont toujours à la recherche des cas d'usage très spécifiques, très pointus que nos clients remontent, mais également vont pouvoir permettre, enfin, notamment au travers du langage SQL, de pouvoir faire des choses très très sympas. Donc, par exemple, lorsqu'on va vouloir traiter du JSON, oui, on peut le stocker dans une colonne JSON, mais on va aussi bénéficier, par exemple, de l'accélération sur le matériel Oracle type Exadata ou Exadata Cloud at Customer. Donc, d'avoir le stockage finalement qui participe au traitement des requêtes SQL. Voilà, sur certains opérateurs qu'on va pouvoir déporter sur cette grille de stockage distribuée. Un exemple de ce que ça donne en fait en termes de performance, juste pour se rendre compte aussi, donc le New York Stock Exchange, la bourse de New York, a testé cette migration en passant du JSON finalement stocké dans des blobs et passé sur finalement la représentation Ozone. Et en fait, ils avaient un ensemble de 3000 requêtes qui avaient des performances situées au niveau voilà, de la ligne orange ici, hein. Et en fait, en passant à l'encodage Ozone, donc c'était en 21C qu'ils l'ont fait, mais la 26 AI pousse un peu plus les performances, eh bien, ils ont diminué en gros par 3 les performances. Donc, ils sont passés sur la petite courbe verte ici. Voilà. Plus la réduction du stockage, on en parlait un petit peu, il y avait une question ce matin, et voilà, le format binaire a tendance à effectivement réduire drastiquement les données. Réduire par exemple tout simplement les champs hiérarchiques et les champs qui sont répétés encore et encore dans l'encodage. Donc, on a du JSON, mais on a plus que ça. Parce qu'en fait, la 26 AI, une de ses spécificités, on en a parlé un peu ce matin, c'est vraiment de comprendre que finalement, vous avez des modèles relationnels avec des données clients, financières, etc., qui sont bien modélisées, que vous avez cet intérêt finalement d'utiliser aussi des données JSON qui peuvent arriver de l'interactions avec des partenaires, des API, ou finalement de la modélisation autre qui permettent par exemple de la flexibilité, donc pas forcément partir tout de suite sur de la modélisation, mais finalement de voir un petit peu l'évolution des cas d'usage et d'avoir cette souplesse. Ou également tout ce qui est graph, qui a une forte, voilà, enfin, qui grossit en termes de cas d'usage et qui, par exemple, servent sur des cas d'usage de gestion de fraude, typiquement dans le domaine de la finance, mais aussi à la représentation de réseaux et puis de recherche finalement des relations entre les données. Et donc, tous ces types, tous ces cas d'usage, finalement, en 26 AI, on a voulu unifier, fournir des fonctionnalités qui vont permettre notamment de travailler sur les mêmes données relationnelles, mais avec une multitude de nouvelles approches. Donc typiquement, ce que ça donne, c'est j'ai une base de données. Aujourd'hui, donc le SQL ISO 2023, donc, on peut requêter son modèle, bien sûr, relationnel. On peut requêter aussi des données au format JSON en se servant des nouveaux opérateurs du standard, mais on a rajouté donc ces fameux JSON Relational Relative Views qui vont pouvoir se mapper finalement sur votre modèle relationnel, d'être validés avec des JSON schémas, et puis comme ce sont des objets qui sont juste créés dans le dictionnaire, de pouvoir en créer autant qu'on veut en fonction des points d'entrée qu'on veut sur nos données. Tout ça stocké finalement dans un modèle relationnel. Donc c'est une capacité finalement
à faire évoluer les cas d'usage de l'application. Si on veut brancher dessus, par exemple, voilà, une application MongoDB sur un moteur Oracle, mais avec un modèle relationnel, donc juste peut-être quelques collections, mais aussi, pourquoi pas, faire évoluer ensuite les cas d'usage, récupérer des données à la fois euh, du modèle relationnel et du monde JSON, donc de les mélanger et de l'exposer dans une Duality View. Mais également de faire la même chose, donc sur les mêmes données, avec les graphes de propriété. Donc toujours construire des objets qui vont être stockés dans le dictionnaire, donc on ne duplique pas la donnée, et de rajouter des nouveaux chemins d'accès ou des nouvelles façons de traiter la donnée. Donc d'appliquer par exemple en 26 AI, donc très récemment, des algorithmes style PageRank, mais qui est pioché derrière sur un modèle relationnel existant. Donc ça, c'est la richesse en fait qu'on offre de pouvoir non seulement stocker de multiples façons des données, mais aussi de pouvoir travailler sur un même type de données, mais de différentes manières. Euh, et ça, c'est très important parce que ça donne des idées. Par exemple, si ici, je pars sur l'aspect, donc je parlais un petit peu du streaming, on a fait évoluer finalement une fonctionnalité qui existait depuis très longtemps, Advanced Queuing, en ce qu'on appelle aujourd'hui Transactional Event Queue. Et les Transactional Event Queues sont ni plus ni moins que des tables dans lesquelles on va avoir des messages, aujourd'hui JSON, mais aussi voilà, des objets type PLSQL ou juste des données brutes, hein, des nombres, des chaînes de caractères. Et enfin, le mot-clé ici, c'est transactional, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir euh, insérer des événements dans ces queues, euh, mais en même temps que de modifier vos données à côté, vos données métiers. Et donc d'avoir dans une seule et même transaction à la fois la participation sur l'aspect data, mais aussi sur l'aspect communication avec, par exemple, ici des microservices qui pourraient avoir souscrit aux événements dans une queue. Donc, énormément de choses à voir. On y a apporté également aujourd'hui une API qui va être compatible avec Kafka, tout simplement pour simplifier finalement l'intégration dans un écosystème déjà existant potentiellement. Si on va un peu plus loin, euh, comme je vous disais, cette queue finalement qui est compatible Kafka, en fait, c'est une table, on va pouvoir faire du SQL dessus. Et donc, tous les opérateurs vont pouvoir être utilisables sur cette vue. Et je parle bien d'une vue où les événements sont en train d'être insérés et dépilés finalement par tous les clients. Donc, sur des données qui sont en plein streaming, on peut faire du SQL, on peut appliquer des opérateurs, ici je suis Match Recognize par exemple, qui sert juste à regarder des patterns, hein, c'est un truc hyper puissant, et aussi faire des jointures potentiellement sur d'autres données. Également, depuis la 10G, donc ça fait quasiment plus de 20 ans, c'est ces capacités à aussi créer des modèles de machine learning directement dans la base relationnelle Oracle, hein. En 21C, on a rajouté typiquement l'algorithme M7SPRT qui lui permet de faire de la surveillance aujourd'hui des centrales nucléaires. Et donc d'avoir ces capacités à prédire finalement, faire la maintenance prédictive sur des systèmes, hein, mais qui pourraient être des serveurs, des applications, et finalement d'éviter un peu les faux positifs, parce qu'ils vont travailler sur des fenêtres glissantes qu'on peut paramétrer. Donc, très riche, et j'ai envie de dire, la limitation n'existe pas, elle est qu'associée à, à vos cas d'usage. Si on va un peu plus loin, donc la 26 AI, c'est forcément l'IA et toutes les fonctionnalités, donc c'est aussi de rajouter finalement ces capacités nouvelles sur tous les types de données que vous connaissez, mais voilà, le vecteur aujourd'hui va pouvoir s'occuper de vos documents, d'images, de vidéos, et comme on peut charger des modèles au format ONNX dans une base de données Oracle, et qu'on peut, même s'ils sont aujourd'hui limités à 1 gigaoctet, utiliser les private AI containers qui, eux, permettent d'aller un peu plus loin, de repousser les limites pour construire finalement les représentations vectorielles. En fait, on va pouvoir utiliser des modèles pour créer à l'intérieur de la base ces vecteurs qui vont représenter finalement la sémantique des objets, donc du texte, des images et des vidéos ici. Et je vous donne du coup ici en un exemple une requête SQL assez simpliste, hein, on va la décrire un petit peu, mais en fait ce qu'on pourra appeler du RAG. Donc en fait, finalement, c'est avoir limite un chat GPT qui va travailler sur vos données privées, vos données qui sont dans votre base Oracle, pour pouvoir répondre à des questions qui sont exprimées en langage humain. Donc, euh, comment ça se passe, hein. Donc cette requête-là, elle est assez simple, mais assez puissante pour le coup, parce qu'en fait, elle va associer à la fois la création donc,
de ce qu'on appelle le vector embedding. Donc, c'est la représentation au travers du modèle voilà, de la sémantique de la question. Donc, la question ici, c'est le prompt finalement. Je passe les questions, je construis le vecteur associé, et ensuite je vais faire une recherche par similarité. Donc, on va utiliser l'opérateur vecteur distance. Et vecteur distance va à la fois utiliser le prompt, mais également en entrée, eh bien, des documents, donc les vecteurs associés au document, qu'on pourra avoir stockés dans une table typiquement documents. Donc, on stocke du texte, des documents internes, par exemple, ou externes aussi, hein, qu'on peut publier à l'extérieur. Mais donc, cette table contient des documents. On a créé les vecteurs associés, donc on peut faire de la recherche par similarité en SQL de manière assez simple, hein, c'est 4-5 lignes seulement. Et en fait, on va prendre le top 50 de ce qu'on trouve, donc de ce qui ressemble le plus au prompt, et ensuite on va le passer, on va l'enchaîner sur un prompt un peu plus complexe, c'est-à-dire là on va faire appel vraiment à un LLM, donc qui peut être soit externe, hein, public, mais aussi qui peut utiliser les LLM qu'on peut déployer en interne dans son entreprise. Et donc là on va juste concaténer et construire finalement la vraie question. Donc là, on va juste associer les uns derrière les autres les textes qu'on récupère des documents, donc on les accole. Et ensuite, eh bien ça c'est notre prompt. D'accord? Donc, prompt texte. Dernière étape, eh bien, on va utiliser tout simplement une fonctionnalité qui permet d'aller interroger un LLM hein, via des API. On passe le prompt et des paramètres, et ensuite on va récupérer tout simplement la réponse. Donc la réponse qui sera ni plus ni moins qu'une réponse en langage humain, hein, anglais, français, en fonction de du langage choisi dans la configuration ici, et d'avoir en quelques lignes finalement une sorte de chat GPT qui travaille sur nos données internes. Ça, voilà, c'est ce que permet la convergence finalement d'une base de données. Et on ne va pas parler de la sécurité derrière parce que il y en a, mais c'est voilà, faut voir qu'il y a énormément de choses derrière là, haute disponibilité, etc., etc. Et également tout ce qui est permis d'autres grâce au support par exemple des graphes de propriété, c'est de faire du graphrag, donc d'aller voir les relations entre les données, donc d'aller un cran plus loin sur les capacités à répondre de manière plus précisément aux questions, de l'avoir la sécurité, j'en parlais, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un exemple simple, mais qui, derrière, eh bien, en fait, bénéficie de dizaines et de dizaines d'années de développement au sein du moteur. Et donc, ça permet aujourd'hui donc, de rajouter notamment donc, du RAG dans vos applications, toujours sur vos mêmes données, hein, et vous l'aurez compris, c'est finalement de travailler sur tous les types de données qu'on supporte. Donc du spatial, mais aussi des données en colonne, des données RDF, pourquoi pas. Et en fait, l'unification finalement des fonctionnalités grâce à ce qu'offre la convergence, finalement, c'est de pouvoir traiter tous ces types de données, de vous permettre de traiter tous ces types de données dans vos applications existantes. Une dernière petite remarque, le mot ici agent, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'IA prend de plus en plus de place et finalement offre de nouveaux cas d'usage également pour les applications. C'est bien se dire que le next step, hein, après le RAG, ça va être les agents. Et les agents, finalement, on peut les voir un petit peu comme ni plus ni moins que des nouveaux types de développeurs qui seraient voilà, éveillés 24/7 potentiellement et qui pourraient exécuter des requêtes en fonction de la puissance des LLM qui sont associés, hein, mais beaucoup de requêtes, et puis de faire plein de tests, donc potentiellement des erreurs qu'il faut contrôler. Et donc, cette capacité à finalement laisser ces LLM et ces agents travailler un coup sur les mêmes données avec des approches graphes, un coup avec des approches plutôt documentales style JSON ou XML, voire relationnelles, et bien en fait, ce sont des capacités supplémentaires qui sont facilement intégrables aujourd'hui par des agents. Et pensez bien à qu'est-ce qu'on mettrait à la place. Un MongoDB associé à un Postgre qui communiquerait avec des données répliquées plus une base de données vectorielle. Enfin voilà, c'est vraiment ça, cette simplicité qu'il faut vraiment entrevoir en fait. Je fais juste une pause pour voir s'il y a des questions. Hop. Alors, est-ce que l'on a des petites questions? Tchouk. Pas de questions, parfait. Donc, je pense que c'est assez clair. Sinon, n'hésitez pas à en poser par la suite. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, en fait, c'est de voir maintenant ce qu'on avait rajouté en 26CA concernant les nouvelles fonctionnalités SQL. Donc, certaines, sans doute, vous avez déjà entendu parler. Il y en a d'autres plus récentes qui sont aussi rajoutées tous les 3 mois, en fait, dans les nouvelles releases.
et que vous allez pouvoir utiliser, donc, si vous l'avez bien compris, sur tous vos types de données. Donc, encore une fois, je reprends toutes ces fonctionnalités. Donc, c'est pour du développement. Ça va vous permettre de simplifier vos données, toutes ces nouvelles fonctionnalités, enfin, pardon, de simplifier vos traitements, donc de simplifier les requêtes, leur écriture, d'améliorer les performances, de travailler au niveau modélisation. J'en parlerai pas, mais par exemple, les annotations ou les data use case domains sont évidemment, peut-être que j'en parle un peu. Ouais, si je crois que j'en parle un petit peu. Mais voilà, c'est juste des rappels par rapport à plein de choses qu'on a déjà présentées depuis 2023, mais aussi d'améliorer vos designs côté workflow, de jouer sur la data gouvernance, trouver mieux les doublons ou ne pas en avoir justement, l'intégration, la sécurité. Et tout ça avec le SQL ou des API. Donc c'est vraiment aujourd'hui, moi, ce que j'adore dans la 26 série, c'est que c'est vraiment la version que j'attendais pour le développement d'applicatifs, et ça offre vraiment une richesse que vous ne pouvez que apprécier en fait. Donc, quelques-unes des nouvelles fonctionnalités. Vous voyez ici, par exemple, qu'on a rajouté voilà, pas mal de types de données. Donc, pensez encore une fois à tout le travail qui a été réalisé pour travailler là-dessus, hein. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le moteur Oracle, c'est environ 14 millions de lignes de code, hein, et je ne parle pas des commentaires, je parle juste des lignes de code. Donc, c'est un produit qui a une certaine complexité. En fait, finalement, eh ben, c'est cette complexité qu'on prend à votre place et qu'on gère pour vous. Et donc, commençons sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, on a travaillé sur les messages d'erreur. Donc ça, on a pris ni plus ni moins que le top 50 des messages d'erreur qui étaient accessibles via l'API de Stack Overflow. Et puis, on a travaillé dessus pour les améliorer, pour ne plus en faire finalement que des messages anodins, mais finalement de les rendre plus actionable, on dit en anglais. Donc, c'est vraiment dire, je lis un message d'erreur, je sais quoi faire. Voilà. Par exemple, eh bien, en fait, il manque une colonne dans un groupe by. Voilà, typiquement. Et donc, on a rajouté des URL avec pas mal de détails. Et donc, par exemple, même dans les drivers, aujourd'hui, vous avez ce genre d'informations avec les liens pour aller voir un peu plus loin. Euh, Énormément de travail, pareil, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Si on prend par exemple la Aura 0001 pour violation de clé primaire, ça a nécessité à peu près 8 mois de travail parce que, en fait, elle était partout. Elle était partout dans le code source de la base de données. Donc, ça a fait vraiment énormément de travail, mais on l'a fait. Voilà. Et donc, pour le coup, la documentation Oracle est vraiment très riche à ce niveau-là. Si... Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a simplifié, je disais, l'approche SQL. Donc, par exemple, en 26 AI, vous avez notamment cette capacité à utiliser aujourd'hui les alias, hein, versus répéter dans les group by et les close having les expressions. Voilà, ça c'est une des facilités qu'on a rajoutées en 23.4. Mais on a été un peu plus loin parce qu'on a aussi rajouté plus récemment le group by all. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est limite, vous ne pourriez l'utiliser plus que ça, quelque part, hein. Parce que le group by all, en fait, c'est ni plus ni moins que j'ai plus envie de taper tout, même les alias, et ça marche. Voilà. On a également travaillé sur la partie plan d'exécution. Donc là, on rajoute plus d'informations dans le plan d'exécution, notamment sur les potentielles réécritures qui pourraient être bénéfiques pour vos requêtes SQL. Donc typiquement, là, la product catégorie, on sait que ça va être un varchar 2. Donc là, passer à 1, à un moment, il va y avoir de la conversion implicite de type. Et ça, on sait que, par exemple, les index, ils n'aiment pas du tout, hein. Et donc, ça va empêcher des index d'être utilisés. Également, par exemple, les opérateurs union, on va préciser, par exemple, comme suit, de dire, est-ce que vous pourriez peut-être utiliser union all s'il n'y a pas de doublon entre les différentes parties de votre requête. Donc, tout ça, c'est une partie du plan d'exécution aujourd'hui, SQL Analysis Report. Donc, voilà, c'est pour vous. Ça serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Bon, autre chose qui peut être pareil, je pense qu'on en a pas mal discuté, mais voilà, juste de rappeler que voilà, vous pouvez utiliser les select without from aujourd'hui, qui peuvent simplifier l'écriture ou les rendre plus compatibles avec d'autres moteurs. Mais également, voilà, je sais que ça fait pas mal d'émules, la table dual reste. On peut continuer de l'utiliser si on le souhaite, bien sûr. Je le disais, donc on a rajouté le type booléen, donc avec pas mal de choses qu'on peut envisager, notamment des clauses where juste réduites à l'essentiel, hein, where active. Et également ses capacités à automatiquement convertir finalement entre un yes, un zéro. Donc zéro c'est false, yes c'est true. Et d'utiliser finalement cette logique opérande dans vos requêtes.
De la même manière, on a rajouté également les clauses if not exist. Donc ça, c'est hyper intéressant pour, voilà, lorsqu'on crée des modèles, par exemple pour vos pipelines de continuous integration. Euh, Extrêmement intéressant de ne pas avoir des remontées d'erreurs lorsque, bah, en fait, on drop une table qui n'existe pas ou lorsqu'on crée une table qui existe déjà. Voilà. Et ça a été backporté en 19C. Ça peut être intéressant aussi de le savoir. On a également enfin, permis finalement d'écrire des updates d'autres manières lorsque notamment eh bien, en fait, les closeware s'appuyaient sur des jointures, hein. Donc là, c'est un peu plus intuitif, j'ai envie de dire. Pareil pour l'opérateur delete. Et puis, on a aussi permis notamment ben voilà, de rajouter, voilà, d'aller un peu plus loin que les 1000 colonnes qui étaient aujourd'hui la limite en 19C et d'aller voilà, jusqu'à 4096 colonnes, modulo voilà, le paramètre max columns qu'on va mettre à extended et compatibility à 23.00. Également, chose assez intéressante, donc ce qu'on appelle le Table Value Constructor. Donc ça, c'est ben, finalement pouvoir insérer plusieurs lignes de données avec un opérateur insert, mais également de construire des mini-ensembles de données finalement avec la clause values. Donc là, on peut construire une table avec plusieurs lignes. On va définir ensuite les colonnes ici, hein. Et ça permet de remplacer bah, les fameuses select, mes valeurs avec les alias, from dual, union all peut-être, select, etc., from dual, etc., etc., qu'on pouvait voir avant. Donc, simplifier finalement l'écriture et de le rendre un peu plus efficace. Et ça aussi, on le permet dans les clause with. Voilà, de la même manière. Encore une fois, pour construire bah, des mini-jeux d'essai si on le souhaite. Les, la chose aussi qui est arrivée en 23.7, donc on ne s'est pas nécessairement focalisé uniquement sur bah, le modèle relationnel classique, mais ici on a rajouté typiquement une fonction qui permet de travailler sur tout ce qui est requête, sur tout ce qui est time series en fait. Donc la fonction time bucket, extrêmement intéressante, elle permet bah, typiquement de créer des buckets, donc en fait finalement des lignes dans lesquelles bah, plusieurs valeurs basées sur le temps vont pouvoir aller être agrégées dans la même ligne. Donc faire des group by et faire du time series, d'analyse de time series comme ça, c'est extrêmement facilité en fait, j'ai envie de dire, et ça simplifie grandement ce type de requête. Alors, je crois qu'il y a eu une question, je vais juste regarder en parallèle pour y répondre en live. Oui, donc je répondrai à la question à la fin, c'était basé sur le RAG. Mais, hop. Alors, je continue. On a également bah, rajouté l'opérateur UID. Donc là, on va pouvoir générer des UID version 4. Il y a d'autres versions qui vont arriver également, hein. Et on a cette fonction isUID qui peut être utilisée bah, pour vérifier si c'est un UID ou pas en fait. Donc toujours voilà, dans cette évolution du moteur et pouvoir l'utiliser par exemple bah, pour générer bah, pourquoi pas des ID pour vos documents JSON, hein, typiquement. Euh, Plus récemment, c'était en début d'année, on a rajouté la clause qualify. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir en fait écrire. Donc là, il y a deux exemples de la même requête hein, avec la clause qualify. Et finalement, vous voyez que la simplification de la syntaxe, hein, donc la pensée à la maintenance, etc., est grandement améliorée. C'est-à-dire ça vous évite de faire bah, ce genre d'écriture où vous allez d'abord calculer avec les fonctions analytiques un certain nombre de valeurs et puis de les utiliser ensuite après pour filtrer vos données. Là, vous pouvez directement le faire avec cette cause qualify. Euh, Également, bah, des choses autour, par exemple, des intervalles. Donc, voilà, on avait des limitations avant. On ne pouvait pas faire de la somme ou de l'average sur finalement des types qui expriment des durées, hein. Bah là, on va pouvoir le faire en 26 AI très simplement, et donc de calculer finalement pas mal de choses et de faire des agrégations beaucoup plus intéressantes. Donc, encore une fois, une évolution qui reste simpliste, mais qui permet de faire évoluer bah, typiquement les cas d'usage. J'en parlais tout à l'heure, donc ça, c'est l'expression des property graph. Donc, comment je construis mon graphe? Ben voilà, vous vous appuyez sur des tables et vous allez avoir à la fois des points et des relations. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. On définit un graphe de propriété. C'est un objet du dictionnaire et ensuite on va pouvoir utiliser l'opérateur graph table pour pouvoir aller ben, naviguer finalement et rechercher des patterns
plus ou moins complexes, hein, avec des recherches sur potentiellement point M, euh, M saut entre mes nœuds. De créer finalement des colonnes et ensuite de repartir sur cette approche SQL qu'on connaît bien. Oui, donc très rapidement, mais ça c'est une fonctionnalité extrêmement riche et très utile, hein, voilà, je ne vais pas non plus trop en parler. On en a déjà parlé pas mal, mais sachez que voilà, c'est cette capacité à ajouter des annotations, donc du free text, hein, qui peut être soit des chaînes de caractères, c'est optionnel les chaînes de caractères, hein. Typiquement ici, la notation identity n'a pas de valeur chaîne de caractères après. Euh, mais ça permet de rajouter finalement des métadonnées sur nos données, au niveau colonne, au niveau table, au niveau des vues, des index, des séquences, et finalement de vos objets que vous manipulez au quotidien dans votre base de données. Et ça permet quoi? Ben, ça permet de faire pas mal de choses. Les métadonnées, ça aide par exemple les LLM à savoir vraiment de quoi ça parle, hein. Si vous rajoutez des annotations pour dire cette colonne finalement, ben, ça exprime telle notion fonctionnelle, mais également si vous faites par exemple de la génération de code, donc vous pouvez créer une annotation et se dire, ben voilà, ça c'est le nom, comment dire, ça c'est le salaire, et je rajoute la notation UI hidden, d'accord? Et donc ça me dit par exemple que bah, si je traite ces annotations, et il y a des capacités offertes dans les drivers pour aller voir les annotations de votre modèle, bah, de dire bah, finalement la colonne salarié, je vais pas l'afficher, d'accord? Donc c'est un exemple. Euh, une autre fonctionnalité qui joue plus aussi sur finalement cette data gouvernance qu'on veut rajouter, c'est la notion de domaine, qu'on qualifie de data use case domaine, en fait, qui vont permettre d'exprimer un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir associer à une ou plusieurs colonnes. Donc, typiquement, voilà, vous avez les valeurs par défaut, est-ce que c'est nul ou pas nul, les contraintes de type check, les collations pour pouvoir trier mes données, ou comment je vais aussi trier avec des clause order très précises ou l'afficher. Je pourrais également exprimer des annotations qu'on va appliquer. Et en fait, ces domaines, finalement, quand vous les créez, donc ici, par exemple, il y a le domaine email, hein, qui va vérifier que, bah, en fait, ça doit respecter telle expression régulière. Eh bien, on va pouvoir les utiliser comme des nouveaux types de colonnes ou une syntaxe un peu plus longue, voilà, le domaine email pour une chaîne de caractères. Donc ça étant des types scalaires. Et ici, bah, quand je vais vouloir insérer, par exemple, dans la colonne invoice email ou contact email, bah, il va me dire, bah, ça va pas parce qu'en fait, ABC ne respecte pas la contrainte de vérification qu'on va exprimer ici, donc cette constraint qui dit que, bah, en fait, on doit avoir au moins un arrobas et un point à un moment donné pour le domaine. D'accord? Voilà. Donc, typiquement, vous rajoutez des métadonnées, des propriétés dans votre domaine, vous l'associez à une colonne et ensuite, bah, il en hérite, hein. Et de la même manière, vous avez des nouvelles fonctions type domaine display, hein. Je rappelle, on affichait uniquement 3 tirets plus le domaine, hein. Et ben, c'est exactement ce que ça fait ici. Pareil, vous pouvez trier et spécialiser finalement comment vous allez trier certains champs. C'est aussi les data use case domain qui nous permettent d'aujourd'hui d'offrir ces capacités d'enums, hein. Donc vous pouvez créer par exemple Days of the Week et spécialiser les valeurs, les utiliser ensuite dans un type de colonne et finalement insérer en se servant du nom du data use case domain et ben, du champ que vous avez décrit, ou le 1 qui serait Tuesday, et ensuite de pouvoir directement les utiliser dans vos inserts. Si vous faites une requête directement sur le domaine, comme on sait que c'est un type enum, on va vous sortir toute la liste des enums. On a travaillé aussi pour ben, voilà, faciliter tout ce qui est returning clause. Donc là, ben, enfin, vous allez pouvoir appliquer ça sur à la fois les updates, mais aussi les commandes merge, récupérer les anciennes et les nouvelles lignes. Donc très facile, par exemple, pour aller chercher, si vous générez avec des colonnes identity, ben, les clés primaires de vos lignes. On permet également d'avoir des privilèges associés au niveau du schéma, donc de ne plus avoir à faire des grants nécessairement sur tous vos objets, hein, mais de travailler directement au niveau schéma. Donc là, par exemple, Grant Select Any Table on Schema Prod to HR, et là, HR va hériter et du select sur n'importe quelle table du schéma prod qui existe et à venir. Donc si vous créez une nouvelle table,
eh bien, vous n'avez pas forcément à y penser. Donc, le select sera permis pour le schéma HR. Également, une fonctionnalité assez intéressante, donc c'est le non-positional insert statement. Donc, pensez aux updates. Eh bien, c'est cette capacité d'update qu'on a fait pour les requêtes insert. Donc, plutôt que d'aller travailler et de mémoriser finalement l'ordre des colonnes dans vos clauses insert, eh bien, c'est vraiment d'utiliser l'opérateur set et de spécialiser. Voilà, la colonne égale la valeur, colonne égale la valeur. Donc, dans certains cas, ça peut être très simple hein, quand vous avez beaucoup de colonnes ou quand vous voulez en insérer que certaines. Et ça marche également sur les alias. Hein, ici, avec par exemple la clause insert into by name. Donc là, en fait, l'ordre des colonnes dans la clause insert n'est pas la même que dans la requête select. Bah, c'est pas grave, il va faire le matching. En fait, C3, donc row 4 va aller dans C3, etc., etc. Match by name. Ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant et qui va simplifier, par exemple, vos batchs, notamment les batchs qui utilisent des requêtes parallèles, donc qui vont distribuer finalement les requêtes sur plusieurs CPU. Et bien là, on va pouvoir finalement ne pas être forcé de committer le moindre insert ou update ou delete à chaque fois, mais en fait de pouvoir continuer le processing. Hein. C'était une vraie limitation donc, qui est levée maintenant en 26 AI. Également, des notions de lock-free reservation. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage très, très spécifique, typiquement où vous allez avoir dans une table des données, des lignes, avec à un moment une colonne où vous allez agréger potentiellement pas mal de calculs. Hein. Donc typiquement, ça peut être, je compte, je sais pas, je compte le nombre de clients en France hein, pour une application de type e-commerce, on sait que potentiellement, voilà, cette ligne-là, dès qu'il y a un nouveau client qui est inséré, et puis s'il y a du succès, en fait, on va taper sur la ligne et il va y avoir du verrouillage. Donc là, cette fonctionnalité, ça permet finalement d'éviter de verrouiller la ligne systématiquement lorsqu'on va faire un update uniquement sur cette colonne-là, hein, et finalement de scaler beaucoup plus. Hein. Donc typiquement, voilà, cette requête-là ne sera pas bloquée, même si dans une autre session, on va faire potentiellement la même chose. Ok. Euh, les vues matérialisées, donc là, pardon, les materialized columns, donc là, vous avez depuis la 11.1, la version 11.1, cette capacité à créer ce qu'on appelle des colonnes virtuelles, hein, donc ici présent. Et les colonnes virtuelles, elles sont calculées finalement sur des expressions et historiquement ne sont pas stockées, donc sont recalculées à chaque fois que vous faites une requête de type select, par exemple. Eh bien, le mot-clé matérialisé, qu'on va pouvoir ajouter aujourd'hui, ça va permettre par exemple de déporter le calcul lors de l'insert. Et donc cette valeur va être calculée d'une part par rapport à l'expression qu'on lui spécifie, mais aussi va être persistée dans le stockage. Et donc ça permet par exemple d'offrir un peu plus de performance en fonction des cas d'usage. Hein. Si vous faites peu d'écriture et beaucoup de lecture, là vous allez pouvoir bénéficier de ce pré-calcul finalement de la requête. Et on voit ici par exemple ce que ça donne. Hein. On passe d'une seconde à 43 millisecondes juste parce qu'on a matérialisé la valeur. La différence entre C2 et C3, c'est que C2 c'est virtuel et ça reste virtuel et C3 c'était matérialisé. Donc colonne matérialisée. Côté large object, pas mal de choses aussi en attendent, notamment tout ce qui est storage inline, donc comprendre à coller à vos autres colonnes. Et donc là, on étend finalement, c'était limité à environ 4 kilooctets. Là, c'est étendu à 8 kilooctets et même étendu à la taille de vos blocs que vous utilisez. Donc, si vous avez par exemple 32 kilos, vous pouvez faire de l'inlining de vos lobes sur 32 kilooctets. Et ça permet quoi? Ça permet typiquement d'avoir un peu plus de performance si vos lobes ils restent en dessous de ce seuil. Également, on a introduit la notion de query as value pour les lobes. Qu'est-ce que ça permet en fait? C'est tout simple, c'est si vous traitez dans vos applications, vous avez des requêtes sur des large objects, donc des C-lobes, des B-lobes, mais pensez aussi JSON, c'est un petit peu, ça hérite quelque part de certaines propriétés comme ça. Et bien en fait, ce que ça va faire, les lob value, c'est que en fait, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait une requête sur des lobes, en fait, la base de données envoie pas nécessairement les données, mais plutôt ce qu'on appelle des lob locators, donc c'est des pointeurs vers les données finalement, qui peut être inliné ou outlined. Et ce que vous pouvez faire, notamment d'un point de vue API, c'est vous pouvez prendre ce lob locator lorsque vous êtes en train de parcourir le result set, et vous pouvez
modifiez votre lob, vous modifiez les données. Et donc, cet aspect de dire je dois modifier potentiellement les données, c'est-à-dire que côté base de données, pendant tout le parcours de votre requête, ben, la base de données, elle conserve des informations, juste au cas où vous voudriez modifier les large objects. Mais il y a pas mal de cas où ben, vous ne voulez pas modifier, vous voulez juste récupérer. Et donc, en fait, conserver ces informations côté base de données, ce n'est pas utile et ça consomme des ressources. Donc là, en fait, si vous utilisez les lob as value, query as value, eh bien, en fait, la base de données comprend que, par défaut, eh bien, vous avez envie, pas du tout de modifier vos lobes, mais potentiellement plus de juste les lire. Et donc, on va gagner en perf parce que tout ce qui est ressources associées vont être libérées. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est des performances en attente. Donc, je vous invite à regarder ça, ça peut être hyper intéressant. Le type de données vecteur, je voulais juste faire un petit rappel ici de ce qu'on rajoute en fait en 26 AI, c'est donc définir des vecteurs, donc les dimensions et le type de nombre. Hein. Je rappelle qu'on peut avoir float 64, 32, des integers aussi, des bytes, et du binary pour certains modèles qui pourraient travailler en binaire. Et finalement, de pouvoir créer aussi des vecteurs qui vont pouvoir accepter potentiellement des tailles différentes. Mais attention, parce que vous ne pouvez pas comparer des vecteurs qui n'ont pas, par exemple, les mêmes dimensions. Hein. Ça ne veut rien dire. D'accord. Mais vous pouvez le faire. Hein. Dire, bah, voilà, mon vecteur, je stocke bah, X valeurs, enfin X dimensions en fonction des modèles utilisés. Donc peut-être que vous aurez ici une colonne qui va être dédiée à quel modèle j'ai utilisé, pour quel use case, etc. etc. Et ensuite, d'avoir ces opérations, on en a vu un petit peu tout à l'heure, mais de pouvoir utiliser par exemple des fonctions de type toVector pour transformer une chaîne de caractères en vecteur lors de l'insert, mais aussi fromVector, de récupérer une représentation plus sous forme de chaîne de caractères. Et également bah, pouvoir calculer par exemple la distance entre des vecteurs. Donc vous bénéficiez de tout un tas de fonctions de distance qu'on vous offre, mais si vous n'en avez pas assez, vous pouvez utiliser la vôtre et la définir par exemple en JavaScript, hein, avec le moteur GraalVM derrière. Donc, c'est de la recherche distancielle, donc c'est la recherche par similarité. Et ensuite, bah, cette recherche par similarité, elle vous permet quoi? Bah, de faire tous les cas d'usage que vous voulez, côté recherche les X documents, images qui ressemblent le plus à ce que je passe, hein, donc comparer une image, comparer un prompt, un document, etc. Et finalement, d'aller vers des use cases qu'on exprimait un petit peu tout à l'heure. Donc, vraiment, la base de tout ce qu'on rajoute en IA côté 26AI, c'est vraiment le vecteur, ce nouveau type de données. Et pour aller plus vite, forcément, ben, on rajoute aussi des index de type vecteur. Donc il y a plusieurs types. Hein. Il y a le In-Memory Enabled Graph, il y a l'Enabled Partitions, donc c'est plutôt IVF et puis H, HNN, je ne sais plus exactement l'acronyme, hein, c'est l'autre, qui prend énormément de ressources. Et également, on a rajouté un index type hybride, donc qui va combiner à la fois un vecteur de type index, pardon, un index de type vecteur, et en même temps, dans la même structure de données index, un index type full text. Et donc, vous allez pouvoir scorer, définir comment j'utilise telle ou telle approche dans vos recherches par similarité. Donc, assez pointu. Je vous invite à regarder la documentation. Il y a une documentation très bien faite sur le sujet et vraiment beaucoup de choses à voir. Euh, Également, ben, dans tout ce qui est opérateur, vous aurez bien compris que c'est souvent order by, fetch, où vous allez pouvoir faire cette recherche par similarité, mais on va pouvoir avoir la capacité à faire des recherches également approximatives, hein, donc peut-être à peu près avec un ratio de validation, mais qui peut être aussi exact. Hein. Donc là, voilà. Est-ce que je préfère finalement la performance ou la précision? Vous avez le choix. Si on continue sur les requêtes SQL, donc vous allez bénéficier aussi par exemple bah, le fetch first, on en parlait à l'instant, mais par partition. Donc là, vous allez pouvoir partitionner vos données pendant que vous faites le tri et de faire une récupération en partitionnant. Donc là, par job ID. Donc par job ID, je vais récupérer eh bien, les trois lignes par partition. Voilà. Également, une fonctionnalité qui est assez sympa, enfin moi j'aime beaucoup, hein, c'est Sessionless Transaction, où c'est cette capacité où en fait on va euh, finalement désolidariser les sessions des transactions, ou les connexions sessions, c'est la même chose pour Oracle, mais
Donc, les cas d'usage ils sont assez vastes. C'est je vais pouvoir commencer des transactions dans une session, les interrompre, stopper cette session, se déconnecter de la base, ou laisser une autre session résumer la transaction et la continuer, c'est-à-dire continuer de travailler dessus, continuer de mettre à jour des champs. Euh, donc, vous voyez, donc d'interrompre finalement ma transaction, de ne plus l'associer à une session et de pouvoir avoir des cas d'usage extrêmement sympas. Donc, par exemple, moi, l'aspect microservice, c'est une chose, mais par exemple aussi tout ce qui est conversation en HTTP. Donc, je commence une transaction en HTTP, je change de page, ben, je peux, entre les deux, interrompre la transaction, la continuer dans la page d'après, etc., etc., et ensuite faire un rollback ou un commit en fonction de ce que je veux faire. J'en parlais tout à l'heure, la fonction GraphQL, donc ça vous permet tout simplement de pouvoir aller faire des requêtes sur vos données, y compris relationnelles, hein, en GraphQL, en notation GraphQL, et d'avoir finalement ces capacités où, si ça fait du sens, d'aller interroger vos données comme cela. Également, plus récemment, on a rajouté une fonctionnalité qui est assez sympa pour tout ce qui est voilà, consistance des données, j'ai envie de dire, ou data gouvernance aussi. Les assertions, finalement, je crois que c'est la première base de données qui sait aujourd'hui rajouter finalement ce type de contrainte, qui n'est ni plus ni moins qu'une extension finalement quelque part des check constraints. Hein, les check constraints, ça permet de valider via des expressions une ligne de données. Et bien là, en fait, pensez qu'une assertion vous permet de valider vos données euh, cross-rows, donc de s'assurer que finalement vous avez une ligne et pas deux de cette valeur-là, ou trois ou quatre, hein, vous pouvez le définir typiquement, mais aussi vous allez pouvoir définir vos check constraints à cheval sur plusieurs tables. Donc de vérifier en faisant des jointures que les données sont bien cohérentes. Voilà. Donc là, je donne un exemple, mais voilà, on imagine un petit peu tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Bien sûr, les performances sont importantes, donc vous avez un certain contrôle aussi au niveau de quand est-ce que vous voulez que ces assertions soient vérifiées. Voilà. Oui, de toute façon, vous pouvez regarder la doc, etc. Les slides sont dispo, bien évidemment, et le replay. Également, des nouvelles fonctionnalités sur tout ce qui est à travailler avec les dates, les timestamps. Par exemple, ici, faire du date diff, hein, pour faciliter un petit peu ce type d'opération, date diff et timestamp diff. Mais également des choses au niveau filter. Ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement sympa pour justement ne pas avoir à faire de multiples passes ou des requêtes avec des ensembles et des unions all, mais vraiment de se dire, voilà, je vais compter les données, à la fois le total et à la fois, par exemple, je vais filtrer, mais seulement pour le département ID quand ça vaut 60. Et là, en une requête, en une seule passe, en un seul scan de ma table, finalement, je récupère les informations. Hyper intéressant. Voilà. Euh, enfin, le partition by expression. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une facilité qu'on offre pour pouvoir partitionner vos données, mais cette fois-ci avec une expression, non plus nécessairement une colonne virtuelle, hein, typiquement. Grosse nouveauté sur la dernière release, hein, qui est sortie en mai, c'est ce fameux Join to One. Donc Join to One, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau type de contrôle, j'ai envie de dire, et qui vous permet, lorsque vous lancez vos requêtes, de s'assurer finalement que lorsque vous allez faire une jointure, euh, par exemple avec employees et l'étape departments et location, donc là en fait il va y avoir un travail sur finalement la reconnaissance des noms de colonnes typiquement, mais vous pouvez spécifier aussi hein, si vous avez besoin, mais qui va s'assurer surtout que lorsque vous reconstruisez finalement votre graphe d'objets, eh bien, vous allez n'avoir qu'un seul département associé à l'employé, qu'une seule location associée à un employé. Et ça va être vraiment garanti au niveau du moteur Oracle et sans perte de performance non plus. Donc, si jamais cette requête-là, par exemple, vous allez trouver que, je ne sais pas, l'employé a deux locations, et bien là, vous allez avoir une erreur qui va remonter. Donc ça, c'est un niveau de contrôle supplémentaire pour la consistance de vos données qui est aujourd'hui unique sur le marché. Hein. On est les seuls à fournir ce style de fonctionnalité. Également, la dernière release, enfin les clauses nested, enfin les clauses with qu'on va pouvoir imbriquer les unes dans les autres. Donc with, et puis j'en mets une, clac, 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 et puis j'en remets une, etc. Donc
des cas d'usage plus ou moins complexes, mais voilà, qui sont possibles aujourd'hui. Et puis également les aspects DML wait et no wait. Donc là, vous allez pouvoir spécifier dans vos ordres insert, update, delete, merge si vous voulez spécialement ne pas attendre ou attendre et en spécifiant pardon, le nombre de secondes à attendre au maximum pour acquérir un verrou typiquement. Voilà, donc pas mal de choses qui arrivent. La dernière fonctionnalité de 23.26.2, c'est transformer finalement, j'en parlais tout à l'heure, donc, les tables existantes en tables ce qu'on dit immutables. Donc c'est de la famille un peu des blockchains, mais voilà, c'est le premier palier. Hein. Donc la table devient immutable, donc ça veut dire que je ne peux plus modifier les données. Hein. Et puis blockchain, en fait, ça va un cran plus loin. Je vous disais, on a des outils pour vérifier que les données n'ont même pas été modifiées, mais y compris sur le disque. Hein. Si je prends un éditeur binaire et puis je modifie les blocs dans le table space, on veut s'assurer qu'il y a eu un problème. Voilà, donc la 26.2, elle est dispo on-prem. Elle est dispo dans le cloud. Elle arrive bientôt, je crois que c'est fin du mois, avec les images free. Et puis, voilà, c'est d'une richesse incroyable, j'ai envie de dire, et c'est pour vous. Voilà. Je vais regarder maintenant les questions pour voir s'il y en a auxquelles je vais pouvoir répondre en live également. 5 questions du coup. Donc oui, c'est effectivement, oui, il y a énormément de choses, hein, c'est cool. Bon courage pour regarder tout ça, mais il y a vraiment, voilà, la doc est hyper bien faite. Il y a freesql.com qui est offert pour justement tester ça sans avoir à la déployer. Enfin voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a des différences de temps de réponse pour la requête SQL entre la 1973i? Bien sûr, c'est énorme. Enfin, par exemple, en JSON, pour tout ce qui est capacité de JSON, on a mesuré à peu près des écarts entre x4, voire x100, voire plus de x100, entre la 26AI et la 19C. Faites vos tests, mais il y a vraiment eu un gros travail. C'est 8 ans de dev, hein, la 26AI. 8 ans. Annotation versus commentaires, rien à voir. Les commentaires sont limités aux tables et aux colonnes, finalement, uniquement. Là, je vous disais, les annotations, c'est du free text. Hein, vous pouvez les exprimer en JSON. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. On offre des vues du dictionnaire pour justement aller analyser ce qui existe. Et puis, surtout, vous pouvez les mettre sur vos duality views, sur vos property graphs, sur vos index, sur vos séquences, sur les objets, tous les objets. Hein. Vous n'êtes pas limité uniquement aux colonnes et aux tables. Et pour revenir sur donc la partie rail, en fait, donc je vais revenir rapidement sur l'exemple que je donnais, mais tout ça c'est documenté, il y a des live labs et vraiment c'est quelque chose qui aujourd'hui fait beaucoup de sens parce que typiquement l'IA elle a besoin de quoi? Elle a besoin de données. Les LLM aujourd'hui sont entraînés sur des données plutôt publiques. Mais elles n'ont pas accès à vos données privées. Et donc ça a une valeur intrinsèque qui est juste, enfin, c'est vos assets, hein, hyper important. Vous ne voulez pas forcément les exposer, mais vous voulez avoir tous ces bénéfices autour des technologies plutôt approche RAG. Eh bien, vous pouvez les exposer. Donc, je parlais tout à l'heure des private AI containers. Vous pouvez demander à vos LLM privés d'aller accéder à des données internes sans risquer les aspects sécurité. Juste un petit laïus sur la sécurité, on a sorti en 26AI la feature Deep Data Security. C'est pour nous, selon nous, en fait, une des réponses essentielles à mettre en œuvre lorsqu'on va vouloir faire de l'IA avec Oracle. Et donc, l'exemple que je montre ici, c'est quelque part, je donne une question de texte, je construis la représentation sémantique sous forme de vecteur, hein, c'est comme ça que que l'IA va fonctionner hein, pour la recherche par similarité. Donc, je passe le modèle que j'ai chargé dans ma base Oracle ici, par exemple. Je ressors avec euh, un vecteur de ma question. Je vais chercher la distance, donc la plus courte, hein, ce qui veut dire ça se ressemble beaucoup, entre la colonne docvector, donc de la table document, donc, qui n'est ni plus ni moins que le texte. Donc j'ai pris la colonne doctext, j'ai construit le vecteur avec le même modèle, c'est important. Et puis je vais aller comparer les deux vecteurs ici, et en fait je prends le top 50 de ce qui se ressemble le plus. Voilà.
Donc, je ressors avec les extraits de texte de mes documents qui ressemblent le plus à mon prompt. Et ensuite, bah, je vais concaténer, hein, c'est ce que ça fait, liste AGG. Je concatène tous les textes. Ça me donne le champ contexte où je construis un méga prompt, si j'ai envie de dire, mais le prompt pour mon LLM. Je lui envoie ça donc avec mes données potentiellement privées. Et cette valeur-là, la colonne prompt texte de la table LLM prompt, que j'utilise ici et ici, eh bien, je le passe à un package qui, lui, est fait spécialement pour aller interroger un LLM et qui va me rendre ma question. Donc là, c'est paramétrable, c'est un LLM qui peut être public, un LLM qui peut être privé, que vous avez déployé dans votre data center, etc., etc. Et donc, je reviens avec un prompt, une réponse, non pas en termes de distance, hein, mais bien en termes de j'ai, par rapport à ce contexte-là, généré, un peu à la chat GPT ou Claude, j'ai généré ma réponse en langage humain. Voilà. Donc c'est hyper puissant. Et bah, j'attends de voir un petit peu ce que vous allez pouvoir tous créer avec cette nouvelle release. Je vois que le temps on arrive à la fin. Bah, je tenais à vous remercier en tout cas. Et puis bah, on se retrouve très 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 bientôt dans une heure.